La seule chose dont je me souvienne, c'est que la sage-femme a disparu tout de suite quoi, de la pièce. Elle est partie immédiatement. Elle est partie immédiatement avec l'enfant dans les bras. Je pense qu'elle a été mettre son petit colis en lieu sûr. Pour pas qu'on s'attache à un nouveau-né, il faut surtout pas ni le montrer, ni le faire toucher par la mère. Donc, ça, ce sont des bases théoriques, mais bon, c'est un peu loupé puisqu'on ne peut pas oublier, quoi. C'est l'histoire d'une femme qui, lorsqu'elle avait 20 ans, a laissé ses parents lui voler son bébé, conçu hors mariage, pour le donner en adoption. C'est l'histoire d'une femme qui, après des décennies de soumission à sa famille, dans la honte, le silence et la solitude, a commencé une thérapie pour tenter de se reconstruire. Elle a repris sa vie en main, a enquêté sur son passé et a retrouvé la trace de sa fille. Françoise vit à Châteaubriand, petite ville à 60 km de Nantes. Elle est aujourd'hui retraitée. Elle vient d'écrire un livre sur sa vie et cette période d'écriture et de parole me permet de revenir avec elle sur le parcours intérieur qui fut le sien à travers cette histoire. J'ai commencé à écrire, c'est-à-dire qu'en 98, donc je ne pouvais plus supporter le poids de ce secret, il fallait que ça explose. Et au mois d'août, je suis allée à l'île de la Réunion pendant 2 semaines. Et après, en retour, j'ai commencé à attraper un carnet. Et puis voilà, j'ai commencé à écrire. Et à écrire quoi? J'ai commencé à écrire... Chronologiquement ton histoire ou... Non, j'ai écrit tout ce qui me gênait, tout ce qui m'étouffait et tout ce qui se passait en moi, tout ce qui se passait extérieurement et intérieurement, tous les moments où j'ai explosé et toutes mes réactions et toutes mes pensées, quoi. Je sais pas si j'ai écrit. Je commence mon retour dans le passé. 1er juillet 1964. Départ pour un mois de vacances en Corse avec une amie. Arrive ce qui devait arriver avec un garçon célibataire à l'époque. Gilles, de 10 ans, mon aîné. Ce garçon travaillait à Marseille avec un copain, gérait une petite location de matelas et parasols sur une plage au nord de la Corse. À mon retour, très rapidement, je me suis aperçu qu'il y avait un problème. Je suis enceinte. Visite chez un médecin sans le dire à mes parents. Enfin, il a bien fallu casser le morceau. J'ai du mal à tout me rappeler, ayant gommé dans mon esprit beaucoup de choses volontairement pour oublier et essayer de me persuader que ce n'était qu'un rêve. Comme beaucoup de petites villes de province, Châteaubriand était encore au début des années 60 figé dans une vie traditionnelle qui s'appuyait sur ses quelques entreprises, sa foire annuelle, son clocher et sa mairie. C'est là que vivait la famille de Françoise, des notables locaux implantés depuis plusieurs générations. La vie était une vie fermée par rapport à des structures pas démographiques, mais sociales. Alors donc, la petite bourgeoisie, qui comprenait les médecins, les pharmaciens, quelques grandes familles, dont cette famille d'ailleurs dont on parle, puisque l'ancêtre rayonnait à Châteaubriand, c'était un général. Vous pensez que dans un bled comme Châteaubriand, on n'en voyait pas souvent des généraux, et il devait y en avoir un dans la génération que j'ai vécue, vous comprenez ? Nous sommes sur le site de l'ancienne propriété familiale, une usine de fabrication d'échelles et de pièces de menuiserie à l'abandon, et une maison fermée qui, les derniers temps, abritait des bureaux. Ah, moi, j'ai travaillé que 14 ans, je crois, oui, j'ai travaillé 14 ans ici, dans cette usine. Et l'usine a fermé il y a un peu plus d'1 an, donc voilà, oui, 1 an et demi, et tout ça a été vendu, et ça va se transformer, je ne sais pas. On ne sait pas exactement ce qui va se passer. Enfin, c'est une partie des souvenirs de famille qui va disparaître, quoi.
C'est là que maman a vécu une très grande partie de son enfance, quoi. C'est pendant un moment où elle habitait là que ses parents sont décédés et elle s'est retrouvée avec ses 2 frères et sa sœur. Ils se sont retrouvés tous les 4 à faire fonctionner la maison, l'usine, tout, quoi. L'aîné avait une très grande importance puisque c'est lui qui s'est retrouvé chef de famille, chef d'entreprise. Un petit peu, c'est lui qui chapeautait vraiment tout le monde, quoi. C'était le chef, quoi. C'est vraiment le chef, mais le chef partout, quoi. C'était le chef d'entreprise, mais le chef de famille. Mais de famille, pas que de sa famille, de toute la famille. Tu veux dire toute la grande famille. C'était un peu... C'est lui à qui on venait prendre conseil, par exemple, quand on changeait de voiture, Ah oui, moi j'ai souvenance de ma première voiture. La première chose, la première réaction, ça a été de lui faire essayer le jour même où j'ai pris possession de ma voiture, donc pour avoir un avis. Il y avait une sorte de pas condescendance, quand même, n'est-ce pas, à l'égard du petit peuple, et donc on ne se mêlait pas, de toute façon, hein. Et la preuve, c'est que tous les mariages étaient des mariages de famille, et on ne demandait pas encore à la femme son avis, hein. C'était un peu comme dans les Indes. Il n'y avait pas de décor, mais ça revenait au même, hein. Avec, y compris d'ailleurs les questions de dot qui étaient très importantes, hein, parce que le mariage était quand même précédé d'un acte notarié, hein, où l'on votait les dots, bien sûr, hein. Et il y avait 2 choses, il y avait l'argent, hein, et le nom, hein, l'honneur du nom. Hein. Cet oncle m'avait payé ma première mobilette et ils m'ont envoyé en vacances comme ça, voilà, dans la nature. Alors là, je crois que la première année, on est allé en Espagne. Après, on est allé en Italie. Après, on a fait le tour de la Bretagne parce que je pense qu'on n'était pas au complet, on n'était pas 4. Donc, on est allé en Bretagne. Et pour finir, je suis partie en 64, je suis partie en Corse. Donc, mais ma cousine n'est pas venue. Mais avec la bénédiction de l'oncle. Avec toujours la bénédiction, oui. Il faut quand même penser que 18 ans en 1962... ce ne sont pas les 18 ans de l'an 2005, hein, ça n'a rien à voir. On était vraiment au courant de rien du tout, quoi. On savait pas comment fonctionnait notre corps, on savait rien, et on sentait que c'était quand même grave, quoi, s'il y avait quelque chose. Et voilà, donc ce voyage en Corse, ça a été l'année des découvertes, quoi. Des charnières, des découvertes, et c'est là que ma vie a quand même beaucoup basculé, quoi. C'est vraiment... Ouais. Une jeune fille qui se mettait hors la loi, était considérée comme une fautive grave, non seulement à l'égard de Dieu, parce que ça joue beaucoup la relation religieuse dans cette affaire, hein, mais à l'égard de la société et du groupe bourgeois, hein, qui recevait ça comme une insulte, hein, comme une tare. La suggestion de la famille, c'était ne pas entacher l'image de marque de l'entreprise, ne pas nuire à l'image de marque de l'entreprise qui c'était la 2e génération. Donc et donc il fallait faire quoi de Françoise et de son bébé ? De Françoise et son bébé, il fallait effacer la faute, quoi. Et la seule façon d'effacer la faute, c'était d'effacer le bébé, quoi. D'abord de m'enfermer pour que le minimum de personnes voient que j'étais enceinte déjà, et après de faire disparaître l'objet de cette faute, quoi. Et l'objet de cette faute, c'était cet enfant qui n'avait rien demandé à personne et qui n'a pas eu le droit de vivre avec sa mère, quoi.
Avec mon père, nous sommes même allés en Suisse, sur les conseils du médecin de famille, pour avorter. À mon plus grand soulagement, nous avons été mis à la porte du cabinet médical. Mes parents m'ont envoyé même voir le curé. Pourquoi ? Je ne sais plus. Mais il était, je pense, à l'origine de l'adresse indiquée pour aller dans une clinique privée où je devais être cachée durant les 5 derniers mois de ma grossesse. Avant d'aller dans cette clinique à Nantes, mes parents m'ont simplement dit « Tu ne pourras pas le garder, sinon tu fais ta valise et on te met à la porte. » Je n'ai rien répondu. La clinique où fut enfermée Françoise dans les années 60 fonctionnait en marge de la légalité et fut fermée peu de temps après par la police. C'est maintenant une maison particulière dont les propriétaires ne tiennent pas à ce qu'on la reconnaisse. Nous aurons donc seulement accès à la chambre dans laquelle Françoise était enfermée, qui est aujourd'hui une cuisine. C'était à Nantes, une jolie maison dans une petite rue tranquille. J'entendais les femmes qui accouchaient, donc j'entendais un petit peu des cris de temps en temps. Dès que les plaintes étaient terminées, peu de temps après, la sage-femme passait. Alors, moi, je l'entendais passer dans le couloir puisque ma chambre était séparée par une cloison. Et là, donc je la voyais passer. Et elle allait avec son bassin blanc, je le revois encore, elle allait dans le fond, elle allait vider le placenta dans une fosse. Et c'est vrai que si j'avais été en manque d'occupation, j'aurais pu comptabiliser le nombre d'accouchements qui étaient faits pendant un mois, quoi. J'avais pas l'impression que le temps passait, quoi. C'était une sorte d'arrêt sur image un petit peu. Il y avait la seule chose qui avait de différent, qui évoluait chaque jour, donc c'était mon corps qui se transformait, mais autrement j'étais un petit peu en hibernation, quoi. J'ai passé 4 mois et demi qui n'ont pas existé dans ma vie, quoi. Je ne pouvais pas imaginer mon enfant en tant que mon enfant parce que finalement c'était un objet de faute. Quelque part il m'appartenait déjà pas, quoi. Je pense que c'est ça, tu vois, c'est jamais... Ce qui m'a marqué, c'est cette solitude. Pendant les contractions, j'étais toute seule. Il n'y avait personne, quoi. La sage-femme venait voir de temps en temps si le travail avançait, mais c'est tout. J'ai pas du tout vu ma fille. Je sais pas comment elle a fait ce tour de passe-passe finalement, parce que quand l'enfant sort, le temps de couper le cordon ombilical et tout ça, il y a quand même un moment où on doit le voir, quoi. Et la seule chose que j'ai appris, c'est que c'était une fille. Alors le mardi suivant l'accouchement, donc je suis rentrée à la maison et ça a été vraiment... on venait me chercher, je sais pas, comme si j'avais été passer la journée à Nantes comme ça, ou un week-end chez des amis. Je suis arrivée chez moi, mais ça a été le silence, mais vraiment absolu. Françoise poursuit son retour sur les lieux marquants de son histoire. Elle revient aujourd'hui à l'hôtel de police de Nantes, où lorsqu'elle fut majeure, 2 mois après son accouchement, elle fut convoquée pour signer un procès-verbal d'abandon. On recolle les morceaux en reprenant les mêmes lieux finalement. On ne sait pas pourquoi. Et voilà, c'est là. L'officier de police, en costume bleu marine, m'a reçue seule. Les parents n'ont pas eu le droit d'assister. Après m'avoir fait une vague morale, en me disant que je le regretterais toute ma vie, je me souviens avoir beaucoup pleuré, ce qui m'a empêché de réagir et peut-être de réaliser l'importance de cet acte. Je disposais, je crois, de 2 ou 3 mois, en réalité c'était vraiment 3 mois, pour faire marche arrière et revenir sur ma signature. Mais je n'ai jamais osé affronter mes parents. À cette époque, je pense que cela était très difficile. Ça y est, c'est condamné. Oui, c'est clos, ouais, tout à fait. On va rentrer par la porte normale, voilà, je dirais. Voilà, absolument. Je viens ici parce que j'ai envie de remonter le temps, c'est-à-dire de revivre, enfin pas revivre, parce qu'on ne peut jamais revivre ce qui s'est passé, mais de revoir pour pouvoir mieux refermer la page, quoi, et pour que ce soit terminé. Comprendre et fermer la page. Voilà, c'est pas rester sur des fantasmes, Bien sûr. Et voilà. Allez-y, madame.
lettre, un peu plus loin d'ailleurs. Pardon, je vous précède. Elle m'a donné un texte à recopier parce qu'il fallait que ce soit écrit de ma main. Donc j'ai recopié. Oui. Par contre, il y avait c'était fermé et par rapport à la porte d'entrée, il y avait une autre porte là, qui donnait. Donc on ne voyait pas l'escalier quand on arrivait dans le hall. Je déclare abandonner mes droits de puissance paternelle sur mon enfant né le à Nantes et désire que Madame B le confie à une personne de son choix. Il m'a dit, écoutez, vous savez, vous le regrettez toute votre vie. Voilà. Alors, la question que je me suis posée bien longtemps après, je me suis dit, oui, d'accord, mais il ne m'a pas proposé quoi que ce soit. Il m'a dit, vous avez 3 mois pour vous rétracter. Je n'avais pas de coordonnées, je n'avais pas de papier, le double de ce que j'avais fait. Je n'avais pas de numéro de téléphone, je n'avais pas son nom. Non, il s'est arrêté là, quoi. C'est ça. Il a fait son devoir et sans finalement vous proposer d'alternatives. Voilà. Et c'est vrai que les 3 mois, je les ai vus passer les 3 mois. J'y ai pensé. Et le dernier jour, je me suis dit, bon, bah, ça y est, c'est fini, la page est tournée, quoi. Voilà, le coup près était tombé quelque part, quoi. La sentence était appliquée, quoi. C'est un témoignage, c'est tout. Voir à la suite, comme ça, des chapitres, cette jeune fille innocente, quoi, souffrir. Et souffrir d'une manière inconsciente. Pas vous, mais les autres n'avaient pas du tout la conscience qu'ils vous se faisaient souffrir, puisque la justification était stricte. Il fallait dégager cette histoire et ne plus en parler. C'est tout. Alors, la dimension affectueuse, la dimension d'affection familiale, en plus, de relation du père à l'enfant, à la fille, ça n'existait pas, semble-t-il. C'était l'honneur du nom, faire en sorte que les rumeurs ne soient pas alimentées, alors qu'elle l'était encore davantage, parce que quand on cache quelque chose, ça augmente les rumeurs. Mais c'est cette espèce de rigueur, de rigueur morale, est quelque chose de tragique, je dirais. Déformation. Et en plus, cette déformation de la dimension religieuse en dimension strictement morale, et d'une morale et qui tue l'enfant, qui tue l'être. La preuve. J'avais un vieil ami bénédictin, il dit, vous savez, ce qui sauve les gens, c'est leur inconscience. C'est vrai en plus. Le père de Françoise est décédé récemment. Plusieurs fois par semaine, elle revient dans la maison de ses parents pour s'occuper de sa mère âgée. C'est là qu'elle a habité durant les 33 ans qui ont suivi son accouchement. Qu'est-ce que vous pensez du livre de Françoise ? C'est indiscret de vous demander ça ? Non, pas du tout. Je l'ai lu. J'ai pleuré. Ouais. Il est bien écrit. Et qu'est-ce que ça vous inspire, cette histoire ? On n'a pas fait ce qu'on devrait faire. C'est vrai. Il ne fallait pas la famille. C'est pas ça un peu? Si, toi t'es bien mieux placé que moi pour le savoir. Quelle honte. Pourquoi? C'est des choses humaines qui peuvent se produire. Oui. Non, mais je dis qu'il y a eu bien des erreurs de commises. À l'époque, madame, non,
Il y en avait qui avaient même dit que ça ferait du tort à l'usine. Je vois pas en quoi. Je vois pas. Peut-être que j'ai pas assez insisté que je l'élèverais. C'est ce que je me dis, que me reproche. Alors ici? Ben voilà, ici, c'était ma chambre. C'était mon petit... mon petit lieu mon petit repère, hein, où j'avais... Enfin, finalement, je vivais pas mal de temps ici. Donc j'avais ma télévision, ordinateur, chaîne IFI. Et puis voilà, c'était mon domaine. C'était dans cet endroit-là que je pouvais m'isoler et être seule parfois. Enfin, c'est pas suffisant, je dirais. C'est pas un appartement, c'est pas suffisant pour vivre, quoi. C'est pour une personne, quoi. C'était chez tes parents, quoi. Et puis bon, j'étais toujours chez mes parents, donc ça, c'est ça qui allait pas bien, quoi. Donc, de toute façon, à partir du moment où j'ai commencé à faire mes recherches, il fallait absolument que j'ai mon chez moi, et je pouvais pas. J'étais incapable de trouver ma fille sans avoir mon chez moi, quoi. Sans partir d'ici. Sans partir d'ici, hein. Et puis même, je pense que la honte en disant où habitez-vous, j'habite chez mes parents. Je croyais que c'était pas possible. Si je voulais grandir en âge, il fallait absolument que je sois indépendante et que je mène une vie normale, quoi. C'est-à-dire que comme il y avait les rumeurs et tout ça, j'étais dans un endroit j'avais l'impression que rien ne pouvait m'arriver, quoi. J'étais cachée, quoi. J'étais dans mon terrier, hein. Mais je veux dire que quand on arrive à 40, 45, 50, qu'on est là-dedans, je crois aussi que c'est le fait aussi d'être dans quelque chose comme ça, quoi, où on pète les plombs, quoi. Il y a un moment où on pète les plombs, on se dit c'est pas possible. Il faut que ça sorte, c'est pas possible, on peut pas rester éternellement là-dedans, quoi. Finalement, elle est restée chez vous très 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 longtemps. Oui, j'étais contente que tu sois là. Ah oui, ça j'en doute pas. Si, on s'était organisé quand même. Oui, mais enfin, c'était quand même pas une vie normale, quoi. Non, il y avait quand même... il y avait quelque chose qui tournait pas rond. Et qu'on n'osait pas trop aborder. Même pas, du tout. Oui. Pendant toutes ces années, Françoise a fait beaucoup de sport et en particulier de tennis. Elle retrouve aujourd'hui Claude, une de ses anciennes coéquipières, qui l'a bien connue à Châteaubriand durant la période où elle vivait chez ses parents. Elle veut savoir comment on la voyait à l'époque. Ça, c'était 77, là, je sais pas. Il y avait eu un tournoi à Saint-Nazaire. C'est toi, là? Oui, c'est moi en toi robe. En robe? Écoute, je ne t'ai jamais vu en robe. Toi, je l'ai vu en robe. Ah bah non, alors certainement pas. Très exceptionnel. Très exceptionnel. Ça, c'est marrant, ça. Oui, mais je pense qu'il y avait... Bon, je sais pas, il y avait une certaine convivialité, puisque tu vois... je sais plus comment il s'appelle. Alors, ça va pas être sympa, Françoise, ce que je vais te dire d'emblée, comme ça. Quand je t'ai vue, en fait, la première fois que je t'ai vue, tu avais 35 ans. Oui. Donc, tu étais une jeune femme. Oui. Tu aurais pu être coquette, féminine, tu étais célibataire, tu aurais pu mettre en avant, je sais pas, moi, un certain charme, j'en sais rien. Et en fait, moi, je t'ai pas vue du tout comme ça. Je t'ai vraiment vue comme une vieille fille coincée. Ouais. Donc, ça, c'est pas très gentil de le dire comme ça. Mais... Oui, bon, t'as le droit de le penser, puisque c'est ce que vraiment... Oui, quand j'y ai réfléchi, c'est ce que je respecte ce que tu dis. Et moi, je vais te dire comment moi, je voulais me montrer, quoi. Moi, je voulais montrer que quelqu'un qui était... qui devait passer inaperçu, quelqu'un qui était à la limite sans sexe. Moi, Tout à fait. Je savais plus par moment si j'étais un homme ou une femme, quoi.
On savait qu'il ne fallait pas rentrer dans sa vie, je crois que c'est ça. Elle nous faisait savoir implicitement que sa vie était remplie par, je dirais, ses parents, son travail et le tennis. Voilà. Et en dehors de ça, c'est pas la peine de me parler d'autre chose. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'on t'a jamais posé la question, moi et les autres, de savoir pourquoi tu t'es jamais mariée, par exemple, ou je sais pas, est-ce que tu cherches un petit copain ou rien n'est sorti, parce que justement, je pense que je donnais l'apparence qu'il ne me manquait rien. Oui, tout à fait. Et tu voulais bien nous faire savoir que ta vie était pleine comme ça, c'était très bien, et il ne fallait pas te demander autre chose, quoi. Quand j'ai fermé le livre de Françoise, surtout ce qui m'a le plus choqué, c'est l'histoire d'un énorme secret de famille, en fait, hein, en dehors de l'histoire même de Françoise et de l'abandon de sa fille. Mais c'est surtout les générations de notre âge et les générations après nous, plus jeunes que nous. Comment des gens qui ont su l'histoire de Françoise jamais ne sont venus lui en parler, essayer de partager quelque chose avec elle. Et je pense notamment aux mamans, aux jeunes mamans qui ont eu des bébés, qui savaient ton histoire et qui jamais en fait c'est sorti, quoi. J'ai occulté énormément de choses. C'est vrai que pour survivre, il faut effacer. Mais je me suis vraiment demandé à un moment si j'avais pas inventé cette histoire pour devenir intéressante, pour faire parler de moi quelque part, tu vois. J'avais une vie tellement plate, qui est tellement, comme tu dis, lisse. Et c'est vrai que les saisons se succédaient. Il y avait toujours janvier-février, il y avait un moment de cafard. Je faisais un genre de mini-dépression, janvier-février, toujours. Mais c'est vrai qu'on m'a expliqué, ça correspondait au moment de l'enfermement, au début de mon enfermement. Donc il y avait un petit peu cette blessure inconsciente. Et puis après, la vie reprenait son cours. Bon, c'est vrai que janvier-février, j'arrivais un petit peu à dépasser ça par les championnats, par exemple, de tennis. Donc, les championnats étaient tout l'hiver. Non, les championnats tout l'hiver, ça m'arrangeait beaucoup. Je ne sais pas ce qui se passe dans ma tête, mais soudain j'ai envie de parler, de me débarrasser de ce qui m'étouffe. Le mot est intéressant, n'est-ce pas ? Vous avez été étouffé, presque avec un oreiller sur le nez, depuis 33 ans. Il y a eu 33 ans de ma vie qui ont été complètement... vous direz, complètement, qui ne sont pas à vous ? Non. Bien sûr. C'est en 1998, à 54 ans, que Françoise brise son secret et pour la première fois parle à quelqu'un du drame qui l'habite. C'était ici, à Paris, avec Stance, une amie rencontrée lors d'un voyage. Ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a quelque chose qui a eu entre nous deux, un courant qui est passé. Et puis je crois que Stance me parlait de ses enfants, me parlait de son fils, de sa fille. Et tout d'un coup, j'ai eu envie de parler et j'ai senti qu'avec elle, j'aurais pu faire des confidences. Donc je me suis entendue dire, écoute, Stance, moi aussi j'ai une fille, j'ai un enfant, j'ai une fille, mais la famille, mes parents, on m'a pas autorisé à la garder. Et c'est tout. Il n'y a pas eu d'autres... Je n'ai pas donné d'explication, je n'ai pas dit pourquoi je ne l'ai pas gardée, je n'ai pas dit ce qui s'était passé. J'avais jamais... Ça faisait 33 ans de silence depuis l'accouchement et je n'avais jamais dit, je n'avais jamais avoué que j'avais eu une fille. Puisque pour moi, c'était un aveu, puisque s'il y avait une culpabilité, si j'avais fait une faute très forte, donc pour moi, c'était sous forme d'aveu, quoi. C'était pas... Et voilà, et puis je ne savais plus trop bien quoi dire quand même, parce que comment réagir, c'était difficile quand même. Je comprenais qu'il y avait quand même complètement un drame derrière, mais c'était vraiment, j'étais un peu soufflée. Donc j'ai vu la ville où elle habite, son petit studio, elle s'est affranchie de ses parents, c'était quand même courageux, parce que depuis le temps qu'elle habitait avec eux, ça ne devait pas être simple non plus.
Elle s'est bâtie une vie, elle s'est fait soigner. On a vu vraiment Françoise changer. Elle s'est acheté des vêtements féminins, elle s'est acheté des jolis pulls comme ça, elle s'est mise en jupe, ce qu'elle n'avait pas fait avant. Et vraiment, on voyait qu'elle voulait faire des efforts, elle voulait devenir quelqu'un d'autre, enfin, plutôt, elle voulait se redécouvrir elle-même comme elle a dû être avant, et qu'elle n'a jamais pu être. Voilà. C'est une histoire qui vous touche, ça? Oui, ça me touche, oui. Parce que... Oui. Ça me touche. Et une fois que j'étais eu un petit peu avoué ma faute, on avait les regards droits, on mangeait le sandwich et après on est parti, on s'est levé, on est parti, puis c'était terminé. À l'époque, elle pensait vraiment qu'elle était coupable. Avec ce silence, je crois que j'avais accumulé une force qui semble assez bizarre d'ailleurs, parce que tout le monde me dit, mais bon sang, avec ta force, comment t'as pas réagi à l'époque, comment t'as pas tapé sur la table, comment t'es pas parti. Et non, Maintenant, tu étais une petite fille bien obéissante, même à 55 ans. Oui. Et encore. puis tu faisais le boulot pour la famille, le chauffeur, le nettoyage difficile, le travail dans le jardin, les poules, tout ça. Tout. C'était une situation bizarre. J'étais une mère, mais il n'y a que moi qui le savais. Et en 98, quand j'ai craqué, je passais des heures et presque des journées en forêt. Il y avait même des moments où j'avais mon pique-nique, quoi. Donc, parfois j'ai peur, mais j'ai besoin de cette peur. Alors je m'enfonce très loin et puis à chaque fois je me dis mais c'est ridicule, quoi. J'ai très très peur, mais ça fait rien. Je crois que j'ai besoin de cette peur. Puis quand il fait nuit dans la forêt, on se sent protégé. On a l'impression que personne ne nous voit et... Plusieurs hivers, j'ai jamais compris, enfin si, j'ai compris un jour en forêt, mais j'entendais des bruits la nuit. Et puis un jour je me suis rendu compte qu'en pleine forêt j'avais le même bruit dans la tête. Et là je me suis dit non, là il y a quelque chose qui... Et puis tout d'un coup ce bruit est parti, ce bruit est parti avec mon déménagement. C'est là que je fais une thérapie depuis fin 98, quoi, depuis octobre 1998. Et voilà, c'est une thérapie qui dure encore, parce que tout n'est pas réglé, tous les problèmes ne sont pas réglés. C'est important pour toi quand même. Ouais, c'est très très important parce que ça m'a permis d'avoir la force de me reconstruire tout en faisant des recherches. Bon, mais j'étais venue pour moi me retrouver, devenir une femme, quoi. Parce que finalement, j'étais restée un petit peu à l'état d'adolescente. J'avais pas mûri, j'étais restée bloquée dans ma tête. Si Françoise a rencontré une psychologue prête à l'écouter à la maternité de l'hôpital de Nantes, c'est peut-être parce que ce lieu est l'un des seuls en France à organiser un accueil des femmes enceintes en difficulté et des mères qui vivent leur maternité comme une épreuve. Sophie Marinopoulos, psychanalyste et clinicienne, auteure de plusieurs ouvrages, se consacre depuis 25 ans aux questions de parentalité, posées en particulier par l'adoption et l'abandon. C'est important de parler de l'histoire de Françoise, de cette femme qui est filmée et qui accepte d'ailleurs, ce qui est très courageux de sa part, parce que c'est les histoires d'aujourd'hui, c'est les mêmes, on peut les transférer, on va y retrouver exactement les mêmes ingrédients. On va retrouver la solitude, elle se décrit et on mesure à travers son parcours et ses mots sa solitude, mais qui a duré jusqu'à maintenant quand même, hein, jusqu'à ce que... Donc ça, on le retrouve chez les femmes d'aujourd'hui qui sont extrêmement seules. Les femmes qui abandonnent aujourd'hui sont dans la même solitude. L'enfermement, c'est de ne pas pouvoir dire. C'est l'impossible parole, l'enfermement. Alors,
Dans le cas de cette femme, c'est symbolisé en plus par un enfermement. On a un lieu, on a en plus qui a participé à ça. Donc, bon, bien sûr. Mais l'enfermement le plus terrible, c'est d'ailleurs, elle en témoigne, hein, elle dit à quel point elle n'a jamais pu en dire quoi que ce soit. Elle est rentrée chez elle. C'était un non-événement. Mais c'est... Là encore, comment pouvait-elle ensuite poursuivre sa vie sainement alors qu'il y avait eu une réalité de quelque chose? On disait non, c'est un non-événement, rien. Bon, rien pourquoi? Ça détruit. Mais bien sûr, d'ailleurs elle en témoigne, elle dit pendant 30 et quelques années, elle est restée dans cet impossible à dire et ça a complètement entravé, déstructuré sa vie. Depuis 5 ans, Françoise a donc quitté le domicile de ses parents et a acheté un petit appartement à la périphérie de Châteaubriand. On a main mise sur la ville, quoi. Quelque part, on surveille. On est un petit peu une sentinelle, quoi. Et on peut regarder un petit peu tout, surtout quand il n'y a plus de feuilles l'hiver. Hein, on voit l'arrivée sur la route qui arrive de Saint-Nazaire. C'est une première... Voilà, pour moi, je considère ça comme une première étape. Je ne pense pas que je resterai ici. Je resterai habitée ici, mais bon, déjà, c'est une première étape dans ma nouvelle vie, quoi. Ce que j'appelle ma nouvelle vie. Ces histoires d'abandon, c'est avant tout des histoires psychiques, c'est des histoires d'inconscience. Ça vient dire quelque chose, non pas de la personne, mais de la personne dans une famille. Et c'est toute la famille qui est concernée. D'ailleurs, c'est pas anodin si la famille est parfois écartée ou au contraire interpellée. Il y a un contexte culturel, il y a un contexte social, mais il y a un contexte familial et un contexte personnel. Il faut avoir le courage d'aller essayer de comprendre. Il faut vraiment dépasser nos certitudes, de dire, bon, celles qui abandonnent, elles sont soit pauvres, soit violées, soit enfin quelque chose comme ça, de dramatique sur lequel on peut se dire, bon, il y a une bonne raison. Il faut éviter d'aller vers des explications simples, parce que ça ne peut jamais être ça. Moi, j'ai travaillé sur moi. Et parallèlement, j'ai travaillé sur les recherches. Petit à petit, j'ai recherché. Donc j'ai mis 9 mois à retrouver la trace de ma fille. Je savais qu'elle existait. Enfin, qu'elle existait et qu'elle était vivante. Je savais qu'elle avait bien été déclarée à la mairie. Donc voilà. Pour moi, déjà, c'était énorme. Après, j'ai cherché. Et après, une fois que j'ai récupéré ses coordonnées... Le contact ne pouvait pas être au téléphone, c'était pas possible. Il était inconcevable de passer un coup de fil pour moi. Par contre, je me suis permis d'écouter sa voix sur son répondeur. Et par chance, elle avait enregistré un message. Donc avec ce message, j'ai senti tout de suite que c'était vrai, quand je m'étais pas trompée d'adresse, pas trompée de nom, et que c'était vraiment ma fille, quoi. Donc après, que faire, hein, que faire? Et dans ces cas-là, il n'y a qu'une solution, il n'y a pas deux, il n'y a qu'une solution, c'est prendre sa plume et puis écrire. Donc voilà, j'ai écrit. Elle a appelé 2 semaines après, sur mon portable, et je pense qu'elle aussi, c'était pour écouter ma voix, donc elle n'a pas eu de chance, parce que, enfin, si elle a eu une chance, elle est tombée directement sur moi, mais de toute façon, moi, je n'avais pas enregistré de message, donc elle n'aurait pas eu ma voix. Donc, elle m'a eu en direct. Et il a raccroché. Donc moi, comme j'avais l'affichage du numéro, j'ai recomposé le numéro. Je savais pas qui c'était finalement, hein, puisqu'on m'appelait. Donc moi, je savais pas qui c'était. Donc j'ai composé le numéro et ça a décroché très rapidement. Et moi j'ai dit, vous m'avez appelé. Moi je savais pas qui c'était. C'est une voix de femme et elle me dit mais non. J'ai dit, mais écoutez, vous n'êtes pas le tel numéro, le 06. Et une petite voix me répond, si. Et là, on ne sait plus quoi dire, quoi. Parce qu'en général, quand les gens se trompent de numéro, c'est très rapide. Hein.
Et puis voilà, bon, ça a été très long, et puis j'ai dit au revoir, et c'est tout. Ça traînait, mais mon interlocutrice ne raccrochait pas. C'est moi qui raccrochais la première, quoi, parce que je savais plus quoi dire. Et puis bon, il y a eu 2 ans comme ça, 2 années de conversations téléphoniques hachées. Pendant 2 ans, ça a duré à peu près 2 ans. Ouais. Et puis à la fin, elle était quand même... C'est l'école de la patience. Hein. Oui, c'était l'école de la patience. Certains diront que c'est très court, que j'ai pas attendu assez longtemps, j'ai pas été assez patiente. Je trouve que 2 ans, moi, je trouvais que c'était pas mal, quoi. Et puis, bien, il y a eu un moment où elle était presque décidée à me rencontrer. Donc, on fixait le rendez-vous, mais c'était pas ça. Il fallait que je rappelle parce qu'elle avait pas son planning de travail. Enfin, mais c'était limite. Oui, on va se rencontrer, mais bon, je sais pas trop. Et puis bon, après, finalement, elle n'a plus répondu au téléphone. Donc, moi, j'ai pris ma voiture un matin et un week-end, et un matin, je suis partie à 4h du matin et dans la ville où elle habite, je suis allée sur le parking, j'ai trouvé sa voiture et j'ai attendu à côté de sa voiture. Il était midi, j'ai attendu et elle est arrivée à 18h30, donc j'ai attendu 6h30 près de sa voiture. Voilà. Et là, ça a été la première rencontre. Voilà. Cette première rencontre entre Françoise et sa fille reste à ce jour la seule. Et ce moment exceptionnel fut moins lumineux que ce que Françoise aurait espéré. À la fin de notre rencontre, eh bien, elle m'a dit comme ça, sans aucun préambule, quoi. Ça m'est tombé un petit peu comme ça. Je n'ai pas su quoi répondre. De toute façon, je ne savais pas, quoi. J'ai jamais su quoi répondre pendant l'heure, je crois. J'ai eu l'impression d'être lamentable, d'ailleurs. Et elle m'a dit, bon, écoutez, maintenant, vous avez obtenu ce que vous vouliez, vous m'avez vu. Bon, maintenant, vous allez pouvoir refermer le dossier. Bon, ça signifiait, en gros, bon, maintenant, moi, ce qui vous intéressait, c'était de me voir. Mais moi, en tant que personne, je ne vous intéresse pas, puisque... Bon, je pense que si on décrypte ça, c'est peut-être vous m'avez déjà abandonné, bon, maintenant vous pouvez m'abandonner une deuxième fois, quoi. Ah, j'ai pas refermé le dossier sera jamais refermé pour moi, quoi. Enfin, pour moi. Et je pense que même pour elle, le dossier n'est pas refermé, seulement il est difficile, il est en attente et puis elle n'a pas fait le même chemin que j'ai fait, quoi. D'ailleurs, à un moment de temps, elle m'avait dit soyez patiente, attendez, vous avez de l'avance sur moi et moi je ne suis pas rendue au même point que vous, quoi. L'enquête pour retrouver sa fille, c'est un support de pensée. C'est avant tout la quête d'elle-même. Elle se cherche. C'est une quête existentielle. La question des origines, tellement débattue sur un mode médiatique, mais oh là là, alors là, vraiment, il y a... Je vais utiliser un mot un peu fort, mais alors là, on est dans l'orgie des mots. Alors là, on y va dans le drame. Mais là on oublie d'évoquer à quel point cette enquête vient appuyer la quête existentielle. Qui je suis ? Qui je suis pour avoir fait ça? Qui je suis pour l'avoir vécu? Comment je peux continuer? Qu'est-ce qu'il y a au fond de moi-même pour que cet événement me soit arrivé? Mais elle n'a pas fini. Elle a fait tellement... Sa vie a tellement été construite là-dessus. Peut-être qu'il faudrait presque autant d'années pour... J'espère qu'elle ira plus vite, mais il faut beaucoup d'années pour essayer de repasser les images et de pouvoir les comprendre et de pouvoir les assimiler, de pouvoir les métaboliser pour en faire quelque chose de constructif. Il n'a jamais approuvé la façon dont j'ai recherché ma fille. Mais ça, c'est son droit. Comme moi, c'est mon droit d'avoir fait ce que j'estimais bien, quoi. Voilà. Voilà, bon, moi je vais aller faire mon marché, je suis pas en avance, mais... Bon, je vous téléphonerai un jour pour venir prendre le thé. Allez, merci, au revoir. Bon, j'ai d'abord écrit pour me libérer un petit peu de tout ce qui était en moi, tout ce qui me bouffait, comme je disais. Et puis, je pense aussi c'est
pour remettre tous les compteurs à zéro, hein, bon, et puis exposer les faits. Et puis... Comment ils sont les artichauts? Ils sont bons? Ils sont pas durs? Non? Et ben, tous les petites dames, les gens qui viennent et qui veulent pas trop demander ouvertement, enfin dire par rapport à mon nom, ils disent vous avez le livre de, et puis la libraire comprend très bien ce que ça veut dire, quoi. Je crois qu'il s'en est vendu pas mal. Ouais. Non, mais j'en vends. Je peux pas vous dire exactement combien depuis le début, ça s'est calmé un petit peu. Bon, enfin, ce matin, j'en ai vendu 2. Encore? Oui. Alors, hier, j'en ai vendu 2, les 2 qui restaient d'ailleurs. Alors, donc, tous les jours, 1 ou 2, parfois, c'est très bien. Pour nous, pour une petite librairie, c'est quand même très bien. C'est même très bien. Oui, oui. Oui. Ouais, c'est-à-dire que je vendrai moins de Goncourt que de votre livre, quand même. Ah oui. Ah, c'est sûr. Je veux aussi que mon histoire serve quand même à montrer aussi que les mères, il peut y avoir des tas de situations qui font qu'on abandonne, bon, plus ou moins de bon gré, quoi. Hein. Non, il y a des situations où c'est vrai qu'une femme ne peut pas forcément garder son enfant. Et puis bon, les mères sont pas toutes, comme disent les journaux et la télé, ils sont pas toutes des salopes, quoi. C'est pas forcément ni drogué ni. Une mère peut être quelqu'un de tout à fait ordinaire qu'on croise dans la rue et c'est une femme comme une autre. Cette femme que vous avez filmée il y a, quand elle était, elle, à l'époque, dans cette situation-là, on l'a pris, on l'a portée, on l'a enfermée. Voilà, parce que de toute façon, il n'y avait rien d'autre. Et il n'y avait surtout pas une société qui pouvait entendre. Et bien aujourd'hui, où est-ce qu'elle va? Est-ce qu'il y a un lieu symbolique qui vient dire, là, vous pouvez y aller pour parler, on n'arrête pas de créer des espaces. Vous savez, il y a la maison de l'enfance, la maison de l'adoption, la maison du handicap, etc. Eh ben, on n'a pas de lieu pour les femmes qu'elles peuvent identifier, sur lesquelles on peut communiquer, on peut leur dire venez ici, alors qu'on l'a fait admirablement du côté de l'interruption volontaire de grossesse. On a les centres de planification sont extrêmement bien repérés et tous les départements travaillent sur une communication sur les centres de planification ou les plannings familiaux. On a quand même 700 Françoises par an en France. Sous des formes différentes, mais on en a autant dans les mêmes, dans des situations toujours aussi d'isolement, violentes, difficiles, de détresse, de souffrance, et le tout dans la solitude. Donc visiblement, nous ne sommes pas des bons élèves. Et ça, je le regrette beaucoup. L'histoire de Françoise doit nous amener à nous interroger sur l'abandon, cet acte tabou et difficilement compréhensible, mais dont il faut chercher le sens. D'abord, parce que 700 mères chaque année en France se séparent de leur enfant à la naissance, et qu'elles se cachent alors qu'il conviendrait qu'elles soient accueillies et écoutées. Ensuite, parce que l'expérience de ceux et celles qui abandonnent a beaucoup à nous apprendre. Leurs histoires, loin de nous être étrangères, témoignent de la difficulté qu'il y a toujours à devenir parent. Et pour cela, elles nous sont précieuses. Voilà, j'ai pas mis grand-chose au début du livre. Hein. Voilà, c'est simplement écrit. C'est simplement écrit pour elle. 2 mots. 2 mots. Donc je pense que quand même l'intéressé doit recevoir le livre.